Bonjour Eric. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, du capitalisme durable. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, on parle de capitalisme vertueux, capitalisme responsable, capitalisme durable. Est-ce qu'il y a une différence entre ces termes ? En tout cas, l'esprit, c'est que c'est un capitalisme qui se transforme. Moi, je privilégie le capitalisme responsable, et il sera responsable que s'il est durable, c'est-à-dire un capitalisme qui prend conscience que sans transformation de son activité ou sans transformation de ses modes de fonctionnement, il y a un véritable risque qu'il disparaisse. Et ça se traduit comment concrètement ? Un capitalisme durable pour une entreprise, notamment capitalistique, avec des actionnaires, ça pourrait prendre quelle forme ? Alors déjà, le capitalisme, il faut revenir à la base. Le capitalisme, c'est la privatisation des moyens de production. C'est une organisation sociale qui a permis à faire en sorte qu'une petite minorité soit propriétaire des moyens de production pour l'immense majorité. Ça a eu sa vertu. À un moment donné, ça a eu sa vertu et ça s'est développé parce qu'il fallait mutualiser un certain nombre de capitaux pour détenir une force productrice de manière à pouvoir distribuer au plus grand nombre des biens et des services. Le problème, c'est que en faisant ça, on a mis en place une mécanique dont on ne voyait pas qu'elle était d'abord négative pour l'environnement, parce que finalement, à force de gaver tout le monde de biens et de services... La fameuse course au profit. Alors, c'est même pas encore la course au profit, ça, c'est vraiment la course à la croissance. La course à la croissance qui consiste à faire en sorte qu'on entretient une machine pour consommer toujours plus. En consommant toujours plus, on consomme de plus en plus de ressources et du coup, on nuit à l'environnement. Ça, c'est le premier élément. La motivation de consommer plus, c'est maximiser les profits. Et la caractéristique du capitalisme, dans le mythe qui a été mis en place dans les années 80 par l'école de Chicago et Milton Friedman, c'est l'entreprise est là pour nourrir ses actionnaires et pour être rentable vis-à-vis de ses actionnaires. Et donc, on a mis en place le système des retours sur investissement. On investit dans une optique d'avoir du profit. On fait en sorte que l'entreprise soit le lieu de création du profit. Ça, c'est le mythe du capitalisme des années 80. Ce mythe du profit a fait en sorte que pour avoir plus de profit, on consomme de plus en plus, on produit de plus en plus, on va vers l'extérieur, donc on externalise de plus en plus en allant vers la conquête de nouveaux marchés. Et finalement, on ne se préoccupe pas suffisamment des écosystèmes et des conséquences sur les écosystèmes. Les écosystèmes, il y en a deux. Le premier écosystème, bien évidemment, c'est l'environnement, je l'évoquais. Plus on consomme, plus on nuit à l'environnement, mécaniquement. Le deuxième écosystème, c'est le social. En faisant en sorte qu'on maximise les profits, on fait en sorte qu'une minorité s'accapare les richesses par rapport à une majorité. Et mine de rien, même si pendant très longtemps le capitalisme a permis de sortir de la pauvreté, on en est arrivé à un point où ça fragmente la société en mettant en évidence des écarts de richesse qui deviennent insupportables. Alors par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a un lien, une corrélation avec le phénomène, on va dire, de décroissance dont on entend beaucoup parler ? Est-ce que capitalisme durable, ça veut dire une forme de décroissance ou c'est complètement autre chose ? Alors le capitalisme durable, c'est d'abord un capitalisme qui donc prend conscience des impacts de ces modes de fonctionnement pour faire en sorte de les réformer. Pour la première fois dans son histoire, le capitalisme est face à un mur. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir des conditions qui font qu'il ne fonctionnera plus. La pandémie en était un premier avant-goût. Si demain on a un mur climatique qui fait que les migrations deviennent importantes, qu'on a les routes du capitalisme, du commerce international qui sont bloquées, si on a des moyens de production qui sont bloqués, on y risque d'avoir, comme ça a été le cas en 2020, un système qui se bloque. Le système qui se bloque, c'est un risque que le capitalisme n'a jamais vécu dans son histoire. À ce titre-là, pour que on puisse éviter ça, il faut mettre en place des mécanismes de fonctionnement qui fassent en sorte qu'on le réforme de l'intérieur. En fait, il y a deux alternatives. Il y a trois alternatives. Première alternative, on se dit tout ça c'est bien joli, mais en fait ça appauvrit les gens, ça détruit l'environnement, donc on devient anticapitaliste et on met à bas le système capitaliste. Le problème c'est que il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'alternative au capitalisme qui a montré une compatibilité avec la démocratie. Il n'y a pas de récit historique différent. Deuxième alternative, on va mettre en place un capitalisme mais qui va croire en sa décroissance. Et donc, quelque part, on lui demande de renoncer à croître. Très compliqué parce que il faut changer tellement de mécanique au sein même de la dynamique capitaliste et puis en plus, la décroissance, il va falloir qu'on réussisse à gérer les crises annexes, les crises connexes que ça va mettre en œuvre, notamment les crises sociales. Donc la décroissance pose beaucoup de questions sur les chemins de mise en œuvre. La troisième alternative, celle sur laquelle j'essaie de me battre et sur laquelle on essaie de faire cette preuve-là avec Tenzing, c'est de montrer qu'il existe une troisième voie, qu'il existe en fait un capitalisme qui se réforme de l'intérieur sans renoncer forcément
à un ensemble de mécaniques qui est l'innovation, la création de richesse, la création de valeur, mais qui fait en sorte que cette création de valeur soit raisonnée et qui soit redistribuée dans une autre mesure, d'une autre manière. C'est cette troisième voie qu'on essaie de mettre en œuvre entre un capitalisme à lucrativité débridée tel qu'on l'entend depuis 40 ans, à savoir la maximisation des profits, et puis de l'autre côté, une économie qui n'est pas forcément une économie de marché, mais qui est l'économie sociale et solidaire, qui elle a des vertus absolument incroyables, qui revendique la lucrativité limitée, mais dont on voit bien qu'elle n'arrive pas à passer à l'échelle. Et donc entre ces deux voies-là, on peut se dire qu'il y a un chemin qui serait un capitalisme durable qui irait vers une forme de lucrativité à la fois partagée et dont on se dit qu'elle n'est pas infinie non plus. Alors, donc concrètement, ça pourrait prendre quelle forme ? Alors, on a quand même des modèles de scope ou de skip qui existent avec un partage de la valeur. Il y a le dividende sociétal qu'on voit émerger dans quelques entreprises. C'est quoi ces formes et la manière de mettre en place un capitalisme durable pour une boîte ? Alors déjà, un capitalisme durable, ce n'est pas une pensée unique du capitalisme. Un capitalisme durable, c'est une mosaïque de capitalisme dans lequel chacun fait son marché, ou en tout cas va allouer les capitaux en fonction de ses propres objectifs. On aura toujours des gens qui auront comme objectif le profit, parce que c'est des gens qui ont une dynamique personnelle qui sont tournés vers l'argent. Sauf à vouloir normer les comportements humains, ce qu'à titre personnel, je ne veux pas. On rentrera dans la première catégorie tout à l'heure, c'est un mode un peu dictature. C'est exactement, ça me paraît illusoire. Et puis on aura toujours l'économie sociale qui, elle, n'a pas forcément de revendication de marché ou concurrentielle. Et puis il y a l'immense majorité des marchés qui est en fait la loi de l'offre et de la demande. Donc ce sont les marchés qui font l'échange. Et puis les moyens de production sont toujours privatisés, mais dans un souci de responsabilité. Et dans ce cadre-là, beaucoup d'outils existent. Premiers outils, c'est effectivement des outils de répartition de la valeur. Faire en sorte qu'on prend soin de ces parties prenantes. Parties prenantes qui sont des parties prenantes que l'on connaît bien, qui sont les collaborateurs. Michelin a mis en évidence le salaire décent il y a peu de temps. Le salaire décent est un outil. Tous les mécanismes de répartition de la valeur existants, comme l'épargne salariale, sont des mécanismes qui existent et qu'il faut réussir à développer. Il y a le dividende sociétal qui va se diriger vers ce qu'on appelle les parties prenantes silencieuses. Alors c'est quoi juste le dividende sociétal pour... Le dividende sociétal, c'est une partie de la valeur créée par l'entreprise qui va être redistribuée à la société. Pourquoi redistribuer à la société ? Parce que finalement... La société au sens large ou la société d'entreprise ? C'est pour ça qu'en fait le dividende sociétal, on peut le dénommer de trois manières. Premièrement, il y a le dividende social. C'est une partie de la valeur créée qui va être reversée à la société pour les individus, on va dire, typiquement des associations d'égalité des chances comme le fait Tenzing, c'est un dividende social. Il y a le dividende écologique, c'est ce qu'a mis en place la Maïf, pour faire en sorte de redonner une partie de la valeur créée par la Maïf vers des causes écologiques, soutien à la biodiversité, soutien à la rénovation thermique, etc. Et puis il y a le dividende sociétal qui consiste à soutenir des investissements au niveau de la société pour avoir une société plus durable. Donc dividende social, sociétal... La conjugaison des deux, c'est ça ? C'est le dividende sociétal, c'est le social et l'environnemental, l'écologie ? En fait, le dividende sociétal, ça peut être autour des infrastructures. En gros, c'est un dividende sur ce qu'on appelle les parties prenantes silencieuses, dont on considère qu'elles sont des capitaux qui ont un statut de capital. Pourquoi on l'a dénommé dividende ? Et pourquoi ça se nomme dividende ? Pour une raison simple, c'est que quand on a la répartition de la valeur créée, traditionnellement, la valeur créée va soit aux actionnaires, soit à l'entreprise pour investir, soit aux collaborateurs, avec les mécanismes de répartition de la valeur qu'on connaît. Demain, on se dit, et il manque dans ces parties prenantes, le fait d'inscrire l'entreprise dans la société, trouver sa place dans la société, qu'elle prenne conscience qu'elle utilise un capital qui s'appelle l'environnement. D'ailleurs, la charte de l'environnement qui est inscrite dans la Constitution française parle bien de l'environnement comme étant un patrimoine. Et puis on a le social qui est en gros tout l'environnement social que l'on utilise avec les infrastructures d'éducation, etc., qui sont deux parties prenantes silencieuses qui entrent en termes de patrimoine dans la construction de la valeur de l'entreprise et qui donc nécessitent qu'on les rémunère au même titre que l'actionnaire ou les autres parties prenantes. Donc à ce titre-là, le capitalisme durable va avoir un premier élément qui va être prendre soin de ces parties prenantes. C'est une meilleure répartition de la valeur et c'est faire en sorte d'avoir des systèmes de coopération ou de fonctionnement qui soient les plus vertueux possibles. Je parle notamment de la relation client-fournisseur, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que des entreprises qui font valoir leur pouvoir de marché, c'est-à-dire leur capacité à répercuter leurs coûts dans leur prix, en ce titre-là, ils font payer les consommateurs.
sont gagnants-gagnants quand en même temps ils vont presser les coûts en faisant en sorte que leurs fournisseurs, eux, ne puissent pas répercuter leurs propres coûts sur leur propre prix. Et donc forcément, vous avez une dichotomie qui s'installe entre les entreprises qui s'en tirent très très bien, et on voit bien les records qui sont en train d'exploser au niveau du CAC 40, et puis tout un tissu de PME qui est à la peine. Moins de 60% des PME aujourd'hui sont rentables, parce qu'elles sont soumises à des contraintes de rapport de force dans lesquelles elles sont perdantes. Un capitalisme responsable, c'est un capitalisme qui va faire en sorte qu'il y ait une coopération vertueuse entre, par exemple, des donneurs d'ordre et des fournisseurs. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais cette notion de prendre soin, cette notion d'avoir l'envie de ne pas tout optimiser pour maximiser le profit, mais optimiser pour que finalement l'intégralité des écosystèmes permettent de fonctionner dans la durée, c'est l'essence de cette transformation qui est nécessaire. Demain, un client d'une PME, une ETI, une grande entreprise dit « je veux me lancer dans du capitalisme durable », c'est quoi ses premiers enjeux, ses premiers freins qu'il va rencontrer ? Alors le premier frein, ça va être l'acquiescement, ou en tout cas le fait que les dirigeants de l'entreprise, à commencer par les dirigeants et les actionnaires, soient convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Convaincus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les actionnaires vont revoir une autre mécanique de répartition de la valeur. Vous savez, dans la problématique du capital responsable, il y a ce que j'appelle, moi, sortir de la tyrannie du ROI. Dans un capitalisme débridé, on investit pour avoir un retour sur investissement. Et plus le retour sur investissement est court, plus l'investissement est bon. Dans le capitalisme durable, le retour sur investissement, non seulement il n'est pas forcément positif, mais il peut être négatif. Regarde ce qui se passe au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, quand on demande à une entreprise ou à même une industrie de se transformer et de se verdir, d'avoir des modes de production différents, des modèles d'affaires différents, on leur demande au final, à court terme en tout cas, d'investir dans des modes de production, dans des modèles d'affaires qui ne vont pas être rentables pour l'entreprise puisqu'elle ne va pas changer les produits finaux, elle ne va pas changer forcément les prix finaux. Donc ça ne va pas être rentable pour l'entreprise à court terme, ça va être rentable pour la société. Ce sont des investissements à ROI négatif pour l'entreprise et à ROI positif pour la société. Très difficile pour des dirigeants à prendre comme décision. Donc ça veut dire que le premier accord qu'il doit y avoir dans une entreprise qui a envie de basculer vers un capitalisme responsable, c'est de mettre le profit à sa juste mesure. Certainement pas y renoncer. Le profit, la condition de la durabilité d'une entreprise, on ne le répétera jamais assez, mais de le mettre à sa juste place, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas une fin en soi, la maximisation du profit, mais que ce soit un moyen de pérennité et un moyen de faire en sorte que on puisse durer plus longtemps. Moi, je traduis ça par une formule, c'est accepter de gagner moins pour gagner plus longtemps. Du coup, par rapport à ce que tu dis, les entreprises qui vont avoir ces moyens-là vont être les grandes entreprises. Or, c'est les grandes entreprises qui vont avoir le plus de freins au travers des dirigeants et des actionnaires pour transformer cette entreprise et l'amener vers un capitalisme durable. Est-ce que du coup, on n'est pas dans un cul-de-sac ? Alors, on est dans une difficulté. Je pense qu'il n'y a pas de cul-de-sac. Le capitalisme, c'est un mythe. C'est un mythe qu'on a construit et qui s'est transformé à partir des années 70. Le capitalisme des années 40 ou 50 n'était pas du tout le même que celui des années 80 et 90. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, le capitalisme permettait à tout le monde de progresser. Ce qu'on appelait le compromis fordiste, c'était de se dire qu'on va prendre soin de ses parties prenantes. Les premières actions RSE, c'est Henry Ford qui les a mis en place, dans lequel il disait il faut bien soigner ses collaborateurs et ses ouvriers parce que c'est eux qui achèteront les biens qui sortiront de mon usine. Le compromis fordiste, c'était ça, c'est je prends soin de mes parties prenantes dans les années 50 parce qu'ils me fournissent des débouchés aux produits que je produis. Mais une fois que tout le monde est équipé, quand la somme des besoins a été remplie, tout le monde a un frigidaire, tout le monde a une voiture, tout le monde mange à sa faim, tout le monde a une santé plutôt de qualité, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Le capitalisme, lui, pour sauvegarder ses profits, a besoin de continuer à fonctionner. Et on invente le marketing qui va faire en sorte de transformer des désirs en besoins. Et on invente un ensemble de produits dont finalement, on peut se poser la question quelquefois de savoir si on en a vraiment besoin. Donc la première question par rapport à ce que tu disais, c'est se poser la question de la répartition de la valeur. La deuxième question, c'est se poser la question de son modèle d'affaires et ses modes de production pour savoir s'ils correspondent à une capacité à produire de manière durable ou s'il faut faire en sorte de produire autrement ou de produire la valeur autrement. L'important, c'est de garder à l'esprit, contrairement aux anticapitalistes, de se dire que pour le moment dans nos sociétés, on n'a pas trouvé d'alternative à la création de valeur pour faire vivre
correctement l'ensemble des citoyens. Et que donc, plutôt que d'essayer de renoncer à cette création de valeur, il faut faire en sorte de faire une création de valeur autrement. Et donc de sortir d'une performance qui soit exclusivement financière pour avoir une performance qui soit plurielle. Performance sociale, performance environnementale et performance financière. Je suis dirigeant d'une grande entreprise, imaginons. On discute et ça m'intéresse. Quels sont les éléments que tu mets en avant pour que j'ai entre guillemets les arguments pour mettre en place ce capitalisme durable dans la boîte ? Premier élément, prise de conscience de la place de l'entreprise dans la société et des valeurs du dirigeant par rapport à cette place qu'il veut avoir. Si moi je suis un dirigeant qui n'en ait strictement rien à faire... On oublie, on passe à autre chose. On ne sait pas qu'on oublie, on passe à autre chose parce que ce sont des dirigeants qui se sentent responsables. Aujourd'hui, la première responsabilité d'une entreprise pour beaucoup de capitalistes, c'est satisfaire mes clients, donner du boulot à mes collaborateurs et faire du profit. Première des responsabilités. Très bien, on est centré sur soi, sur l'entreprise en elle-même. L'important, c'est de faire en sorte d'avoir des dirigeants qui soient centrés sur leur écosystème, c'est-à-dire comment mon entreprise fonctionne dans un environnement donné, avec des données sociologiques données. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si je ne prends pas en compte cette dimension-là, je ne verrai pas le mur qui arrive. Et si je ne vois pas le mur qui arrive, je n'ai pas de raison de changer. Non, mais donc du coup, en fait, ce que tu dis, c'est je suis dirigeant d'une entreprise, etc. Tu viens de me décrire une forme de pyramide de Maslow de l'entreprise qui est le premier étage, c'est mes collaborateurs, les profits et la pérennité. La pérennité. Le deuxième étage, c'est les acteurs de la chaîne de valeur et comment je m'assure que dans la chaîne de valeur, tout le monde, entre guillemets, s'y retrouve. Et le troisième étage, c'est, d'un point de vue plus global, vis-à-vis de la société, quelle est la place ou le rôle de mon entreprise par rapport à ça. Et donc j'ai 3 étages, entre guillemets, de la fusée ou de la pyramide. Oui, sauf qu'au même titre que Maslow s'est rendu compte quand il a créé sa pyramide que les 3 étages ne sont pas étanches et qu'en fait ils rebondissent les uns sur les autres, de la même manière qu'on ne peut pas se dire qu'on sera durable si on prend soin de ses collaborateurs mais qu'on maltraite ses fournisseurs, par exemple. Et donc il y a une démarche holistique à construire qui est difficile à mettre en œuvre, mais c'est d'abord des éléments de conviction. Éléments de conviction, encore une fois, autour de comment mes actionnaires et les dirigeants sont convaincus qu'ils vont avoir une rentabilité globale de l'entreprise à long terme supérieure s'ils prennent soin de leur écosystème que s'ils n'en prennent pas soin. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'ils soient convaincus que la rentabilité actualisée sur du long terme, elle est supérieure à la somme des rentabilités de court terme. Et c'est ça c'est un calcul quasiment financier, mais qui est difficile à apprécier parce que il y a un aspect de conviction. On est sûr de ce que ça coûte à court terme, que de se transformer. On n'est jamais sûr de ce que ça rapportera à moyen terme. L'élément de conviction, il est là. Comment je fais en sorte de basculer de cette certitude à court terme vers une incertitude à long terme, mais qui emporte en fait là où je dois aller. Ça, c'est un point qui est quand même majeur. Une fois qu'on a ça, il faut identifier quels sont les outils les plus faciles et le chemin le plus facile pour y arriver. Et là, la mobilisation des collaborateurs est très importante. Dans le capitalisme durable, il y a aussi la capacité d'agir des collaborateurs. Quand on parle de prendre soin d'eux, notamment de ses parties prenantes et des collaborateurs, d'en prendre soin, il y a à la fois bien les payer, mais il y a aussi les impliquer. Les impliquer soit dans la gouvernance, soit dans les processus de production, soit dans la compréhension de ce qu'ils font, de manière à faire en sorte qu'il y ait un alignement possible entre les valeurs du collaborateur quand il se lève le matin, qui vient au boulot, et puis la manière dont il fonctionne. Aujourd'hui, on sait très bien que la motivation, elle change tout dans une entreprise. Et cette motivation, elle n'existe que parce que, quelque part, on prend soin de lui. Je pense que c'est déjà être un capitalisme durable que de se préoccuper de ses collaborateurs dans ses conditions de travail, dans ses conditions d'emploi, dans le sens qu'on va lui donner de ce qu'il fait, d'accord, et faire en sorte qu'ensuite, on ait une répartition de la valeur qui soit cohérente par rapport à ça. Une fois qu'on a dit ça, on ouvre le champ sur un plaidoyer et sur la capacité à faire en sorte d'emporter un mouvement qui va faire le basculement de la société. Parce que quand je disais qu'il y a une mosaïque d'entreprises qui sera toujours plurielle, l'important c'est que ce soit la majorité des entreprises qui montrent la voie. Et à ce titre-là, moi je suis favorable à ce qu'on mette en place une fiscalité comportementale, que l'État bascule vers une fiscalité comportementale où on reconnaisse et on donne un avantage concurrentiel à toutes ces entreprises qui auront pris en compte leur environnement et qui voudront basculer vers un capitalisme durable. Que celle-là est une forme de certitude que leur avantage concurrentiel existera et qu'on ne soit pas juste dans un effet de conviction comme je l'évoquais tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec la société à mission.
j'ai l'impression que le capitalisme durable tel que tu le présentes est quasiment dans la continuité de la société à mission, où les leaders sont engagés et ont une réelle volonté de changement. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux sujets ? La société à mission, c'est effectivement un mode de gouvernance d'entreprise qui justement prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux, avec en plus une capacité de vérifier que ce qui est dit, ce qui est pris comme engagement est vérifié. Donc à ce titre-là, oui, on pourrait dire que ça va dans le bon sens, oui. Maintenant, il est vrai que le problème de la société à mission, c'est qu'elle joue beaucoup sur la liberté, la responsabilité, et que du coup, il y a un lieu du washing. Enfin, pour ceux qui ont envie de jouer avec, ils en ont la possibilité. Comment on joue avec une société à mission ? Simplement, on va faire en sorte non pas d'aller vers un futur désirable, inscrire l'entreprise dans la société avec sa place unique dans la société, mais on va prendre des engagements mous qui vont être juste correctement faire son métier. Et comme personne n'est là pour apporter une appréciation sur la nature ou la force des engagements, quelque part, c'est pas comme ça qu'on va transformer le capitalisme. En revanche, on peut se dire qu'il peut y avoir des sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. On peut se dire qu'il y a des sociétés commerciales à impact qui seraient à mi-chemin entre la société à mission et puis une volonté de pouvoir porter un jugement sur l'utilité sociale des engagements qui sont pris. Où là, on se dit qu'une société purement responsable ou purement durable, même si là pour beaucoup on parle d'une forme de radicalité d'une société comme celle-là, c'est une société qui met sa dynamique d'entreprise au service d'un intérêt général. Dynamique d'entreprise au service d'un intérêt général, c'est Tenzing qui prend des engagements ou une raison d'être autour de la lutte contre le déterminisme social et qui fait en sorte que le conseil en stratégie et la dynamique de fonctionnement, de formation du conseil en stratégie soit mis au service de la réussite de cette cause d'intérêt général. Alors bien évidemment, c'est pas se transformer en ONG, Tenzing n'est pas une ONG, c'est faire en sorte que la création de la valeur prenne un sens là de manière radicale. C'est-à-dire qu'en gros, on crée de la valeur avec un groupe social et on fait en sorte que cette création de valeur donne du sens pour la société. Ça peut être de manière radicale comme ça, ça peut être de manière intermédiaire. On peut se dire typiquement qu'il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de mettre cette dynamique-là, mais qui prennent des engagements suffisamment forts, et c'est là où ça serait une entreprise, une société à mission à impact, qui se tourne non pas sur la cause d'intérêt général, mais sur l'impact positif, qui permettrait de construire une société qui serait emblématique du capitalisme durable. Un dernier mot sur le capitalisme durable ? Le plus dur, effectivement, c'est d'emporter la conviction. Et emporter la conviction, c'est de faire prendre conscience que en renonçant au mode de fonctionnement tels qu'ils sont aujourd'hui, on peut aller vers quelque chose de positif sans forcément aller dans des extrêmes idéologiques qui nous mènent nulle part. Et c'est ce chemin-là que l'on cherche à faire et qui est très compliqué à construire. Merci Eric. Merci.